Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième table ronde du forum organisé par la Maison de l'Amérique latine à l'occasion de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes qui a été officiellement inaugurée hier. Et je remercie Jean-Marc Laforêt, président de la Maison de l'Amérique latine, pour sa confiance renouvelée. J'avais déjà animé une table sur les questions démocratiques en Amérique latine l'an passé. Et là, je suis très heureux de vous accueillir pour cette table que nous avons intitulée « Football, société, politique et en Amérique latine ». Alors, quiconque met le pied en Amérique latine, y compris s'il n'est pas familier de ces sociétés-là, se rend compte qu'il se passe quelque chose en matière de football qui est très différent de ce que l'on connaît en Europe. D'abord, on joue au football partout. On joue au football, alors ça fait partie des clichés, on joue au football sur les plages, à Rio, comme sur les plages pacifiques du Pérou. On joue au football dans les rues pentues de Medellín ou de Valparaiso. On joue au football dans le moindre village reculé du nord-est brésilien. Et ça, c'est une réalité palpable, je dirais, de manière tout à fait évidente. On assiste aussi, dans certains pays d'Amérique latine, à des scènes surprenantes qui n'ont aucun équivalent en Europe. J'ai le souvenir, en 2006, pendant la Coupe du Monde de 2006, d'être au Brésil pour travailler, d'arriver naïvement un après-midi aux Archives nationales et de tomber sur une pancarte. Les Archives nationales sont fermées à cause du match, puisqu'il y avait un match de la sélection brésilienne à ce moment-là. Les administrations, les institutions ferment pendant les matchs de la sélection nationale, mais aussi les églises. Imaginons-nous Saint-Sulpice fermé lorsque la France de Didier Deschamps joue. Ce n'est pas ça. Et puis, ce n'est pas ça en Europe. Et puis, on voit aussi des scènes alors, qui n'ont pas d'équivalent traditionnellement en Europe. Peut-être, on en parlait tout à l'heure, peut-être est-ce en train de se développer, des scènes très étonnantes. 5 ou 6 heures avant le moindre match de championnat, on voit des centaines de supporters se réunir dans la ville, chanter, occuper l'espace public, partir en procession, et je n'emploie pas le mot par hasard, la métaphore religieuse, on y reviendra peut-être, hein, partir en procession vers le stade. Donc ce sont des sociétés qui transpirent de manière évidente, au premier coup d'œil, qui transpirent le football. Au-delà de ces remarques introductives, issues donc d'observations très pragmatiques, le football latino-américain, c'est aussi, dans l'histoire du football, un palmarès exceptionnel. Je vous rappelle qu'il y a 22 Coupes du Monde qui ont été jouées jusque-là, la première ayant été organisée à Montevideo en 1930, et que l'Amérique latine, les États latino-américains, ont gagné 10 de ces 22 Coupes du Monde, alors que la région pèse environ 8% de la population mondiale. Il y a là, en termes de performance, quelque chose d'exceptionnel. Hein. Je vous rappelle, 5 victoires du Brésil, 3 de l'Argentine malheureusement, et de l'Uruguay. Et puis il y a aussi évidemment une présence internationale du football latino-américain. Ce soir à 18h, quand vous serez tous devant le match du Paris Saint-Germain, vous observerez que la charnière centrale du Paris Saint-Germain est composée de Marquinhos, brésilien, et de William Pacho, équatorien, et qu'à Arsenal, de l'autre côté, il y aura Hincapié, équatorien, Gabriel et Martinelli, tous les deux brésiliens. Alors, ces éléments généraux étant posés, l'objectif de cette table ronde, c'est donc d'analyser, alors on ne dira pas tout, c'est évident, mais cette passion du football en Amérique latine, et ça j'insiste un peu, en s'éloignant de tous les clichés qui y sont souvent associés. Quand je parle de clichés, je pense moins à la phrase de Pier Paolo Pasolini que j'ai utilisée pour présenter à l'écrit cette table ronde, hein, où Pasolini, peu avant sa mort en 1971, écrit cette très belle phrase, hein, le football qui appartient à la poésie est celui qui se joue en Amérique latine. Je pense moins à ça qu'à toute une série de considérations qu'on entend encore trop souvent. Je me souviens d'un reportage sur TF1 à l'occasion de la Coupe du Monde 2014 organisée au Brésil qui se concluait en disant « Les Brésiliens ont le football dans le sang », c'est-à-dire une sorte d'essentialisation, presque de racialisation, alors même que cette conformation particulière du football, c'est le produit d'une histoire, c'est le produit de dispositifs sociaux qu'il s'agit évidemment ici de comprendre et d'analyser. Alors pour cela, j'ai 3 invités d'immense qualité que je présente rapidement par ordre alphabétique. Alors à ma gauche, Fabien Archambault, qui est maître de conférence à l'université en histoire à l'université Paris 1, grand spécialiste de l'histoire du football, initialement du football italien, mais qui a aussi traversé l'Atlantique en quelque sorte. Je précise qu'il a atterri de San Paolo ce matin.
et que son club CPSG, puisque nous avons eu l'occasion d'échanger aussi là-dessus. Et donc Fabien, notamment en 2014, il a dirigé un numéro de la revue Cahiers des Amériques latines, qui était intitulé donc sur le foot en Amérique latine, qui s'appelait L'autre continent du football. Et puis parmi ses publications récentes, je signale en 2022 un livre qui s'appelle Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs. Et puis il a aussi dirigé l'année précédente un livre qui s'appelle Le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées. À ma droite, Annie Gasnier, dont certains entendent la voix quotidiennement sur Radio France Internationale, puisqu'elle est l'animatrice depuis de longues années de l'émission Radio Foot Internationale, mais elle est par ailleurs une grande familière de l'Amérique latine, puisqu'elle a été durant de très longues années correspondante pour divers médias français, RFI, France Inter, France Info, Le Monde, dans plusieurs pays d'Amérique latine, et notamment au Brésil. Et Annie a en particulier écrit en 2008 un ouvrage qui s'intitule « Brésil, le réveil du géant latino-américain ». Et puis, ensuite, Alejandro Valente, qui est donc franco-argentin, journaliste franco-argentin, ancien chef du service des sports de Radio France Internationale, ancien consultant pour de nombreuses publications, notamment France Football, et auteur d'un livre qui n'est pas un livre sur le football, qui est une restitution de ta trajectoire personnelle d'exilé, un livre qui s'appelle « Chronique d'une jeunesse brisée dans l'Argentine des années 70 », mon année 76, Chronique d'une jeunesse brisée dans l'Argentine des années 70, paru en 2023, mais où évidemment en arrière-plan de cette trajectoire brisée, il y a le mondial 78 sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Alors pour lancer, donc merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation, et pour lancer la discussion, je voudrais commencer par essayer de réfléchir sur le football comme matrice identitaire en Amérique latine, et je me tourne vers toi Fabien pour lancer cette discussion. Alors on sait que le football c'est un sport qui a été inventé et codifié en Europe, qui arrive en Amérique latine à l'extrême fin du 19e siècle, mais très vite on voit se cristalliser, je dirais, des enjeux institutionnels pour faire naître une sorte de football latino-américain, et puis surtout des enjeux nationaux, des investissements nationaux dans ce sport. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour initier la discussion ? Alors bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors je vais être très bref, parce que comme tu l'as dit, à chaque fois ce sont même ce que tu viens de dire, football et identité en Amérique latine, on pourrait parler longtemps. Alors je vais juste 2 points. La création, mais c'est une réflexion qui vient aussi de tes travaux, sur la définition des identités nationales en Amérique latine, qui se fait autour de la Première Guerre mondiale et du règlement symbolique de la Première Guerre mondiale dans les sociétés sud-américaines, avec l'idée d'un éloignement par rapport au vieux monde, le primero mundo, comme ils disent au Brésil, avec l'idée que, alors que la civilisation, je cite Olivier Compagnon, se trouvait quelque part entre Londres, Paris et Berlin, on n'en est plus si sûr à l'issue de la Première Guerre mondiale, et il s'agit de créer 2 nouvelles nations qui trouvent une identité qui permette de faire vivre ensemble à la fois les autochtones et toutes ces vagues d'immigration qui viennent de pays européens différents et qui sont les héritières de l'esclavage. Et un des langages de ces nouvelles nations sud-américaines, au moment du centenaire des indépendances, alors après il y a des conflits dans chaque pays sur quelle est la date de l'indépendance, notamment en Uruguay. Est-ce que c'est l'année de la Constitution, le centenaire de la Constitution, ou le centenaire de l'indépendance militaire? Et finalement, c'est un parti qui est le parti, on va dire, progressiste, qui va l'emporter. Ce sera 1830 qui sera choisi comme date de l'indépendance. Il y a l'idée que le football est un des langages qui permettent aux sociétés sud-américaines de parler, de faire société. Et ce langage du football, il est choisi à dessein, puisqu'il vient d'Europe, et il s'agit de montrer à l'Europe que le football qu'on pratique en Amérique du Sud est différent, et voir qu'il est supérieur. Alors de ce point de vue-là, c'est intéressant, c'est que l'Amérique latine est à l'avant-garde de processus qu'on observe en Europe plus tard. Donc par exemple, la popularisation du football, elle intervient seulement au début des années 20 en Europe. Un des exemples classiques, c'est une des premières finales de la Coupe de France en 1920. Elle se joue au Stade Bergère avec 5000 spectateurs. 1925, 30 000 spectateurs, on va à Colombes.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, là, les historiens s'interrogent, hein, c'est que le football est en partie le jeu de l'émancipation. Ça permet de rompre avec la gymnastique militaire. Donc dans des sociétés qui sont pacifistes, il y a l'idée que le football permettra d'échapper à ce carcan nationaliste des pratiques d'éducation physique. Le football en Amérique du Sud, c'est déjà ça, c'est déjà un sport très populaire avant la Première Guerre mondiale, enfin la première fédération internationale, enfin fédération nationale après celle anglaise, mais qui est largement confidentielle dans la décennie 1860, c'est la fondation de l'AFA en Argentine en 1891 ou 92. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Alors, deux autres points. Le premier, c'est comment se confronter à l'Europe. Donc, à mon avis, le plus important, c'est la Coupe du Monde, hein, puisque ça va nous réunir symboliquement dans les semaines qui viennent, et largement une création sud-américaine. Elle a lieu donc en Uruguay en 1930 contre la volonté de toutes les fédérations européennes qui voulaient une Coupe du Monde qui soit différente. C'est-à-dire qu'on voulait un championnat du monde indépendant des Jeux Olympiques, mais qui soit par match aller-retour, parce qu'il y a toujours cette question à comment déterminer quelle sera la meilleure équipe du monde. Les Italiens, les Autrichiens, les Hongrois, les Anglais veulent des matchs aller-retour qui auraient de facto exclu l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud arrive à imposer, grâce à l'aide de la France, le fait que ce sera sur le modèle des Jeux Olympiques, tous les 4 ans, dans un lieu déterminé, dans un temps contraint, donc unité de temps et de lieu pour respecter la dramaturgie des Jeux Olympiques. Et ces Coupes du Monde, hein, il faut bien pas oublier hein, elles ne fonctionnent que quand elles sont organisées en Amérique du Sud. En 1958, quand le Brésil gagne, le grand débat dans la presse européenne, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps d'en finir avec ce championnat du monde qui ne fonctionne pas. Donc contrairement à hein, l'illusion rétrospective hein, où l'Italie, Mussolini aurait utilisé la Coupe du Monde 1934, hein, il faut faire appel aux militaires pour remplir les stades, parce que personne n'y va. Alejandro, sur cette question, football, identité nationale, et sur le cas particulier de l'Argentine, l'idée très précoce, dès les années 20, qu'il faut presque inventer un style de football national. Alors on l'observe du côté du Brésil, mais on l'observe en Uruguay, mais on l'observe dans tous les pays. Oui, mais même avant les années 20, parce que la première compétition d'équipe nationale au monde a été la Copa América, qui a été créée en 1916. Mais c'est vrai que toutes ces populations immigrées qui arrivaient massivement en Argentine, en Uruguay, dans d'autres pays, trouvaient surtout dans les clubs qui se créaient à ce moment-là, un moyen d'identification. Le club devenait un peu comme la famille, comme le point d'ancrage de ces populations dans le quartier où ces gens étaient arrivés ou étaient installés. Et donc, c'est d'abord les clubs qui ont permis l'éclosion d'une grande popularité du football avec des championnats amateurs à l'époque, mais qui devenaient de plus en plus organisés et de plus en plus presque professionnels. Et puis les équipes nationales arrivent derrière. Et c'est vrai que l'équipe nationale, dans ces pays-là, permet rapidement de créer une identité forte et de rassembler tout le monde. Je vais revenir un tout petit peu plus tard sur la question des identités locales, des clubs, des derbies. Mais Annie, justement, sur le lien, sur l'enjeu national qu'incarne très rapidement le football, on a évidemment un exemple assez extraordinaire et très bien montré dans le musée du football de São Paulo, c'est la catastrophe qui s'abat sur le Brésil en 1950, puisque, comme vous le savez, le Brésil organise la Coupe du Monde et ne parvient pas à l'emporter. Quelques mots là-dessus. C'est le traumatisme, on va dire, bonjour à tous, c'est le traumatisme un peu, entre guillemets, mais de cette nation, effectivement, qui commence à émerger aussi grâce à ces clubs et sur le plan du football, avec notamment, on va en parler des clubs de quartier, mais dans les grandes villes comme Buenos Aires, comme Rio, comme Sao Paulo, il y a des clubs très puissants dans chaque grand quartier.
Et là, c'est la nation qui va accueillir la Coupe du Monde. Bon, alors, il n'y avait pas 48 équipes, ni même 32. Je crois qu'il y en avait une dizaine à l'époque, Alejandro. Et en 1950, le Brésil se prépare. C'est le Brésil Estado Novo. Donc, c'est les prémices de cette transformation que va vivre le Brésil, qui aboutira à la capitale, Brasilia, en 1960, qui est faite vraiment de béton et d'un point sur une carte. Et ils construisent à Rio ce qui est le plus grand stade du moment, c'est-à-dire le Maracana. La légende veut qu'il y avait 200 000 personnes dans ce stade debout le jour de la finale et que l'Uruguay va en fait égaliser au dernier moment. Ça se jouait, les règles étaient un peu différentes, c'est pas vraiment une victoire, mais en tout cas, c'est l'Uruguay qui va remporter cette Coupe du Monde. Et c'est un électrochoc dans la population, dans la société. Et ça a laissé des traces notamment très tristes parce que le gardien de but, un certain Barbosa, était noir et qu'il a raconté jusqu'à la fin qu'on lui avait fait payer ce ballon évidemment qui rentre, ce cuir si lourd qui rentre dans les buts et qu'il n'a pas pu arrêter. Et c'est vrai que dans le musée du football de Sao Paulo, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on rentre, alors il y a les clubs, comment est arrivé le ballon, par un Anglais évidemment qui travaillait dans une société de gaz, si je ne me trompe pas, à Sao Paulo, comment le football qui commence à rentrer dans les quartiers. Et ben, en 1950, on passe, alors on a ces photos assez gaies, colorées, et tout d'un coup on passe dans un tunnel noir, parce qu'en plus les images étaient évidemment en noir et blanc à l'époque et c'est filmé, et on a au fond du tunnel comme ça, juste le bruit de ce ballon qui rentre dans ce but, et donc la catastrophe totale, quoi. Et des images du public, d'ailleurs c'est assez précieux, et des images du public, avec les gens qui se prennent la tête contre les mains, qui commencent à pleurer, etc. Et d'ailleurs, je me permets de dire une chose. L'autre catastrophe brésilienne, c'est-à-dire la défaite 7-1, c'est ça, 7-1 contre l'Allemagne en 2014, de nouveau au Brésil, a été véritablement perçue comme un rejeu de cette catastrophe de 1950. Oui. Avec un peu plus de recul peut-être qu'en 1950 où c'était plus endoctriné peut-être. Mais ça a été aussi intéressant parce que c'est à partir de là que le Brésil s'est dit il faut qu'on travaille, et là un peu à l'européenne, qu'on prépare bien nos équipes, que ce soit pas seulement on gagne le dimanche, on vient, on s'entraîne sur les plages, et ils gagneront la Coupe du Monde en 1958. Donc avec la découverte notamment de Pelé et d'autres grands joueurs, mais ils gagnent 58, ils gagnent 62, ils vont regagner 70. Donc l'élan était donné, mais il a été donné par cette catastrophe que les gens aiment à se raconter en disant mon grand-père m'a dit que, et c'est vraiment en tout cas un traumatisme que les gens portent en eux, celui de 1950, et qui a vraiment choqué une nation. Rio était capitale en plus à l'époque. Alejandro. Ah, tu n'as plus de micro, donc tiens, je vous propose de partager. Par rapport à quelque chose que disait Fabien tout à l'heure, la différence au début des Coupes du Monde entre l'Europe et l'Amérique du Sud, la différence des perceptions, il y a le premier événement un peu dramatique qui concerne l'organisation de la Coupe du Monde de 1938. Jules Rimet, qui présidait la FIFA, qui était français à l'époque, avait promis à l'Argentine d'organiser cette Coupe du Monde. Après, quand il rentre en France en 1936, la Fédération française dit « mais non, pas question, pourquoi on irait encore en Argentine, etc. » Et donc, un vote est organisé, et c'est la France qui obtient l'organisation de cette Coupe du Monde. Et l'Argentine, pour la première fois, un pays décide de boycotter cette compétition. Donc, elle n'y va pas. Elle demande aux autres pays latino-américains de la boycotter, donc tous les pays acceptent, sauf le Brésil, qui ira quand même. Ça va créer d'ailleurs un gros malentendu entre l'Argentine et le Brésil. De fait, l'Argentine n'ira pas non plus, refusera d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Donc, c'était une histoire de propriété qui était très mal comprise et très mal mesurée à l'époque. Oui, parce qu'on a parlé jusque-là de la manière, je reprends tes mots presque, Fabien, dont le football pouvait en fait donner de la cohérence à un projet national, en quelque sorte, comment ça pouvait être pensé comme ça, mais il y a aussi un enjeu extrêmement fort de projection de la nation sur la scène internationale. Il
faut pas oublier par exemple que dans les années 1930, et précisément pour la Coupe de 1938, c'est toi qui m'y fais penser, il y a une attention toute particulière portée par les élites politiques brésiliennes à l'équipe que l'on va envoyer et qui doit représenter la nation dans toute sa diversité. Et le président de l'époque, Getúlio Vargas, d'ailleurs place la sélection brésilienne sous la tutelle de sa propre fille, pour être certain qu'il a un contrôle sur la sélection brésilienne, et insiste beaucoup, notamment, pour que le Brésil, dans sa diversité, le Brésil de la démocratie raciale, comme on dit à l'époque, donc un Brésil évidemment européen, dans une certaine mesure, mais également afro-descendant et également autochtone, qu'on essaie de renvoyer cette image au monde pour valoriser, disons, cette diversité et cette capacité de vivre ensemble qu'a le Brésil. Mais Fabien, quand tu parlais aussi de ce choc un peu des continents entre l'Europe et l'Amérique du Sud qui voulaient être plus fortes et apparaître, évidemment, je crois que ça s'est prolongé si longtemps que 1986 et le match Angleterre-Argentine représente ça aussi. Non seulement parce qu'il y avait eu une guerre entre les deux pays, mais c'était ça, c'était la victoire. Alejandro, je parle évidemment sous ton couvert, mais c'est vrai que on en parle encore de ce match parce qu'il y avait ce fond de confrontation et de continent et d'histoire et de pays. Donc, je rappelle à ceux qui ne sont pas entièrement familiers avec l'histoire du football que ce match-là, il a lieu 3 ans après la fin de la guerre des Malouines, où donc les militaires argentins avaient essayé de récupérer les îles Falklands, et qu'il est en plus, donc c'est une victoire argentine, mais qu'il est aussi le théâtre de 2 buts légendaires, qui est d'abord le but du siècle de Maradona, le but dit du siècle, où Maradona traverse seul le terrain pour aller marquer, et puis deuxièmement de la main de Dieu, où effectivement, voilà. Je me tourne vers Fabien. Il y a des enjeux nationaux, donc on a bien compris, football et identité nationale, mais il y a aussi des enjeux continentaux, régionaux. Quelques mots là-dessus. Oui, on en a un peu parlé. Il y a l'idée qu'au-delà de l'affirmation d'identité nationale, ces identités nationales font partie d'une identité continentale qu'on retrouve dans la CONMEBOL, donc l'équivalent de l'UEFA, qui est vraiment spécifiquement sud-américaine, au sens, les pays qui sont de langue anglophone n'adhèrent pas à la CONMEBOL parce que c'est évidemment soit des pays hispanophones, soit lusophones. Donc il y a ce sentiment en fait d'une identité héritière des grands empires coloniaux de la péninsule ibérique. Et il reste cette solidarité, c'est-à-dire que par-delà les divisions, donc par exemple en 1930, la Bolivie, qui participe à la Coupe du Monde, à l'époque il n'y a pas de numéro sur les maillots des joueurs, ça apparaît seulement dans les années 30 avec Arsenal, qui est le club qui modernise la retransmission radiophonique, qui introduit les numéros. Donc les maillots sont vierges, et la Bolivie, il y a 11 joueurs, viva Uruguay. C'est-à-dire que la Bolivie joue ses matchs, et quand elle présente l'équipe, c'est en hommage à l'Uruguay qui a gagné 2 fois le tournoi olympique. Et on retrouve ça, par exemple, à la finale de la Coupe du Monde 1970, entre l'Italie et le Brésil. Au Madison Square Garden, les Américains disent on a une communauté italienne, ils vont tous venir soutenir l'Italie, retransmission. Et à leur grande surprise, c'est tous les latinos, et pas spécialement les Brésiliens. C'est-à-dire que là, c'est en gros toute l'Amérique du Sud qui se sent représentée par le Brésil. Alors deuxième chose sur ce qu'on disait sur la société, sur les figures sociales, l'entre-deux-guerres, c'est la naissance de ce style de jeu qui permet de battre l'Europe, qu'on appelle la grinta, est une sorte de condensé de la lutte des classes dans le football. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes les sociétés sud-américaines adoptent le football comme un langage commun, il y a des différenciations sociales et politiques. Donc ça se voit en Uruguay et en Argentine notamment, le gaucho, les cheveux longs. Donc en gros, le cow-boy, celui qui garde les bêtes des grands estancieros. Lui, la grinta, il vit au grand air, c'est une vie dure, aride. Et c'est repris par la deuxième figure qui est mise au point par les Uruguayens, le pibe, qui est l'ouvrier de la ville, malin, génial, qui a appris le football dans la rue, qui est technique, et qui a aussi cette grinta. Mais lui, il faut s'en sortir dans la vie, et il est prêt à tout pour le faire. Et la troisième figure, qui irrigue le pibe en partie, c'est le noir,
Et le premier, c'est Jorge Andrade, donc la Maravilla Negra, l'attaquant de l'Uruguay, qui marque en 24 les 2 tournois olympiques gagnés par l'Uruguay. Et voilà, ensuite le Brésil se réappropriera cette figure du grand joueur noir, Leonardo da Silva en 1938, puis Pelé. Pelé, en fait, est juste l'ultime évolution d'une des figures, et même en Argentine, ça Alejandro le dira mieux que moi, c'est que Maradona, il est à la frontière entre le Pibé et la merveille noire. C'est-à-dire que dans les classifications raciales argentines, on n'est pas sûr qu'il soit blanc, Maradona. Quelque part, c'est aussi un nègre. Bref, voilà. Donc en gros, il y a des figures sociales qui renvoient à la réalité des. Voilà, en Uruguay, il y a le parti conservateur des latifundiaires et le parti libéral qui représente la ville, le libéralisme. Je continue sur cette question des identités, plus nationales, plus régionales, mais plus de quartiers, urbaines, etc., etc. Alors, tu me disais tout à l'heure que toi, tu étais de River, et Annie disait qu'en Argentine, elle était de Boca, mais qu'au Brésil, tu étais de Flamengo. Bon, tout ça peut sembler un peu folklorique, vu d'Europe, et en vérité a une très grande importance. Ce sont des identités, alors à la fois individuelles qui se transmettent de génération en génération, la plupart du temps, et en même temps ce sont des prismes je dirais, de toute une série de clivages sociaux ou spatiaux dans les villes. River Boca, c'est pas seulement une rivalité sportive, c'est la lutte des classes dans une certaine mesure. Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller aussi loin, mais en tout cas, c'est vrai que chaque quartier a des clubs qui ont une personnalité propre et beaucoup de supporters extrêmement attachés à ce club. Et ça fait partie un peu de l'identité de chaque personne d'avoir son club. Et tout le monde connaît, parmi ses amitiés, parmi ses professeurs, parmi ses collègues de travail, parmi les dirigeants du pays, quel est le club que chacun préfère. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la vie de tous les jours. On peut savoir, on s'échambre évidemment beaucoup parce que souvent, ce sont des clubs qui sont dans la même ville. À Buenos Aires, il y a une quarantaine de stades de plus de 10 000 places qui sont remplis tous les week-ends. Et c'est vrai que cette identité est très marquante. Souvent, c'est la famille qui, par héritage, transmet l'amour des couleurs d'un club. Et souvent, même après leur mort, beaucoup de gens se font ensevelir avec les maillots de leur club. Et il y a même parfois des cimetières aux couleurs de certains clubs et pour que les gens puissent reposer parmi des supporters de la même équipe. Petite parenthèse avant de donner la parole à Annie sur le Brésil. Évidemment, par exemple, ces derbies, ces clubs qui coexistent dans une même ville et qui sont rivaux, ça existe aussi en Europe. Tu connais très bien le football italien. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie ces identités locales, enfin, ces affrontements d'identités locales entre un cas comme l'Italie et un cas comme l'Argentine ou un cas comme le Brésil? Ou est-ce qu'au fond, c'est quand même plus ou moins la même chose? C'est finalement une configuration qu'on connaît aussi à Glasgow entre les Celtics et les Rangers. Là, c'est une opposition religieuse. Ou à Turin entre le Torino et la Juventus. Non, la matrice est la même, mais je dirais qu'en Amérique du Sud, c'est la dimension qui est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire Flamengo, par exemple les 4 derbies, les 4 grands clubs de Rio, les 4 grands clubs de l'État de São Paulo. En Italie, on dépasse rarement 2 clubs dans la même ville. Là, et effectivement, c'est ce que vous disiez. Là, je reviens de São Paulo, où au colloque, on me demande quelle équipe tu supportes au Brésil. J'ai eu le malheur de dire aucune. Et là, donc en fait, ils m'ont offert chacun l'écharpe de leur club. Donc je suis revenu la valise pleine de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, etc. Là-dessus, je connaissais un ambassadeur de France en Argentine qui s'appelait Antoine Blanca. Et il m'a raconté que quand il est arrivé à l'ambassade, on lui a dit tout de suite, pour la première conférence de presse, il faut que vous ayez un club. Il ne faut pas que ce soit ni Boca ni River, parce que sinon vous allez vous faire haïr par la moitié de la population.
Et donc, il a dû se faire expliquer l'histoire des différents clubs. Il avait choisi Independiente parce qu'il y avait un passé anarchiste. Et bon, il était de gauche, donc il pensait que ça s'identifiait mieux à lui. Et tout de suite, évidemment, la question est arrivée immédiatement. On sait que le pape était supporter de San Lorenzo, le pape François. Enfin, tout le monde est supporter d'une équipe et c'est très, très marquant. Dans le cas du Brésil, Annie, évidemment, on connaît le cas de Rio, mais c'est vrai aussi à São Paulo, c'est rivalité locale, et c'est même vrai dans d'autres villes du Brésil, avec parfois d'ailleurs des formes de clivage et d'hostilité, disons, qui peuvent virer à la violence. Oui. On a des cas Oui. assez fréquents. Oui, malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même moi je pense un fonds social au départ. À Buenos Aires, on se moque un peu de River en disant c'est l'équipe des millonarios, des clubs des riches. Et c'est vrai que le stade se localise dans les beaux quartiers de Buenos Aires, alors que la Boca, c'était le quartier des ouvriers, du port, des débardeurs, de tous ceux qui étaient dans le port de la Boca, puisque la Boca, c'est le port. Et à Rio, il y a ça aussi toujours, c'est-à-dire que par exemple entre Flamengo et Fluminense, ils sont connus pour être aussi le club de Laranjeiras, donc le club du quartier un peu plus riche. Flamengo, on dit qu'il y a 33 millions de supporters dans un pays qui a 200 millions d'habitants maintenant, mais donc c'est aussi le club populaire avec comme symbole un vautour, donc c'est pas l'animal le plus, c'est pas un aigle, c'est pas noble, mais c'est le vautour qu'on emmène et qu'on balade. Et par exemple à Sao Paulo, c'est aussi le reflet des communautés, parce que Palmeiras, par exemple, Portuguesa, c'est évidemment le club de la communauté portugaise, Palmeiras c'est plus italien, et ça reflète aussi, en tout cas au départ, la création des clubs et à ceux qui en héritaient, eh bien une certaine filiation avec une famille. Et alors surtout, on ne change pas de club. Je me souviens d'un film brésilien dans les années 90 où on raconte l'histoire d'un jeune qui tombe amoureux d'une fille et tout. Et quand il va chez elle, il voit qu'elle est de Palmeiras, alors que lui, évidemment, il est de Sao Paulo. Et alors, comment faire? Et tout le film ne porte que là-dessus, parce qu'elle a sa couette avec le symbole du club. Après, il y a un match, on l'emmène, le match intercontinental que dispute Palmeiras, mais lui, il se dit, il veut pas qu'on le voit, si sa grand-mère le voit, ça pourrait... Donc, ça porte à des discussions, à des débats, les week-ends, autour des barbecues, de tout ça, qui sont très intéressants, parce que c'est vraiment, il faut qu'on choisisse un club, quoi. Et si on n'en a pas, Fabien, il faut choisir, là, avant le prochain voyage. Alors, j'avance un petit peu dans la discussion parce que notre temps est compté et je passe un peu à un deuxième volet qui a plus à voir avec football et politique. Là, c'était plutôt football et identité au départ. Et là, je fais une petite parenthèse en évoquant la grande figure du sociologue et du philosophe Edgar Morin, dont il ne vous a pas échappé qu'on a annoncé le décès ce matin, donc à l'âge de 105 ans. Donc Edgar Morin, qui était un grand ami de la Maison de l'Amérique latine d'ailleurs, et qui avait donné l'an passé un discours à l'inauguration de la Semaine de l'Amérique des Caraïbes, ici même, un discours en visioconférence parce qu'il n'avait pas pu se déplacer. Et donc je pense, à la fois je lui rends hommage, et je pense à lui parce que c'était un grand amoureux de football, un grand connaisseur de l'Amérique latine, et il avait paraphrasé la célèbre phrase de Clausewitz en disant que le football était la continuation de la guerre par d'autres moyens, dans une certaine mesure. Et là, je voudrais venir justement plus sur les usages politiques du football, ou de manière un petit peu plus précise. Alors, on pense à des cas dans l'histoire du XXe siècle latino-américain qui sont évidents et très intéressants, et je me tourne vers toi, Alejandro. Le Mondial 78, c'est-à-dire la dictature argentine, l'ultra brutale dictature argentine, régime de terrorisme d'État, de répression féroce, qui devait organiser, la décision avait été prise bien avant par la FIFA, le Mondial 78, et qui, à un moment donné, en fait un élément de remobilisation en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette grande ambiguïté du Mondial 78 ? Oui, disons que quand le coup d'État a lieu en Argentine en 1976, on est à 2 ans de la Coupe du Monde. Le débat s'installe un peu partout, y compris ici en Europe. Est-ce qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller? L'équipe de France, qui depuis 2 Coupes du Monde était absente de ce rendez-vous, s'était qualifiée
Donc les débats étaient très présents. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on y aille ou pas? On se rappelle le Pays-Bas, etc. Finalement, la Coupe du Monde a lieu, toutes les équipes s'y rendent. Et bon, évidemment, les gouvernements militaires en essayent de tirer un maximum de profit pour son image. Elle essaye aussi d'intervenir dans les déroulements des matchs, puisqu'on se rappelle que l'Argentine arrive en finale grâce à une victoire 6-0 face au Pérou. L'Argentine devait gagner par un écart très important. Et il y a des très forts soupçons, disons, d'un arrangement entre l'Argentine et le Pérou, qui était aussi gouverné par un régime militaire, pour permettre à l'Argentine donc de gagner ce match largement et de se qualifier pour la finale. Mais il faut souligner aussi que ces moments de Coupe du Monde a été aussi un espace où les gens ont pu s'exprimer dans les stades, timidement, mais il y a eu aussi une sorte d'occasion donnée pour que la parole commence à se libérer un petit peu. Les années les plus difficiles de la dictature commençaient à s'achever, et à partir de là, les choses ont changé, et je pense que les stades ont été un lieu où les gens ont pu s'exprimer pour la première fois depuis le début de ce régime. Mais évidemment, les autorités militaires ont essayé de tirer un maximum de profit, comme l'avait fait Pinochet au Chili auparavant, comme l'avait fait le régime militaire au Brésil également lors de la Coupe du Monde de 1970, ou en utilisant l'image de Pelé. Donc c'est vraiment quelque chose qui malheureusement était fréquente dans l'Amérique latine des années 70. Oui, alors sur les usages politiques, c'est vrai que là on a un cas énorme, c'est-à-dire une Coupe du Monde organisée dans un pays plongé dans un régime autoritaire, mais après on a effectivement un très grand nombre d'exemples, et le cas de Pinochet d'ailleurs est très intéressant, puisque le coup d'État du 11 septembre 1973 a lieu au beau milieu des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 1974, et il y a ce fameux double affrontement Chili-URSS, où le Chili parvient à aller faire match nul en URSS, et où, au match retour, l'URSS ne vient pas, boycottant le régime autoritaire. Il y a ce simulacre de match avec 11 joueurs sur le terrain et personne en face, qui permet au Chili de remporter ça. Et ensuite, une utilisation dans la presse immense par le régime tout neuf de Pinochet, pour célébrer, en pleine guerre froide évidemment, ce succès sur le camp du mal qu'incarne Moscou. L'Union soviétique ne refusait pas de jouer contre le Chili, mais refusait d'aller jouer au stade national, où avaient été enfermés des milliers de prisonniers. Et la FIFA avait d'ailleurs envoyé une délégation pour vérifier si le stade réunissait les conditions pour tenir ce match. Et on a beaucoup critiqué cette délégation de la FIFA, qui a dit qu'au Chili tout allait bien, que le stade était en parfait état, que les gens étaient heureux, et voilà. Donc la FIFA avait confirmé la tenue de ce match, et l'Union soviétique avait refusé d'y aller. Mais bon, ces enfermements dans les stades, on les a vus dans d'autres pays aussi, et notamment au Brésil, à l'époque militaire également. Fabien ? Oui, alors sur ces liens avec le politique, évidemment, les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, sont attentifs à ce qui se passe au niveau des clubs et de l'équipe nationale. Alors ça, on en voit une traduction en fait de la structure institutionnelle du football en Amérique latine, qui est différente de ce qui se passe en Europe. C'est l'absence de ligue professionnelle. Les championnats, même professionnels, sont gérés par les fédérations. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet échelon d'une ligue professionnelle? Parce que la ligue professionnelle défendrait les intérêts des clubs. Et le plus important, c'est de préserver la qualité de l'équipe nationale dans les grandes compétitions. Et donc ça explique que dans tous ces pays, le fait que la fédération exerce une tutelle sur les clubs, et que ces fédérations sont liées au pouvoir politique, permet au pouvoir politique d'intervenir pour bien figurer la Coupe du Monde. Donc c'est par exemple les grands succès du Brésil, c'est pas juste parce qu'ils jouent bien. Ils sont très bien préparés physiquement. Donc par exemple, la Coupe du Monde 1970 qui va se jouer en altitude, la seule sélection qui a un entraînement spécifique, on les envoie aux États-Unis, à la NASA,
pour en gros se préparer comme des cosmonautes pour se préparer. Et comment ça a été possible? Parce que les championnats brésiliens sont suspendus 3 mois avant la Coupe du Monde pour mettre à disposition du sélectionneur national les meilleurs joueurs. Et ça, en Europe, c'est évidemment impossible. Deuxième chose, hein, sur ce que vous disiez, hein, sur ce lien avec le politique, on voit aussi la diplomatie sud-américaine qui utilise les institutions internationales et ça reflète en gros les orientations diplomatiques même du Brésil sous dictature militaire, qui a une alliance avec les États-Unis assez forte, mais qui essaye à l'heure des décolonisations et de l'émergence du tiers-monde, de diversifier ses liens. Donc voilà, c'est une histoire qui est connue avec l'Afrique. De ce point de vue-là, l'Amérique du Sud arrive à gagner la présidence de la FIFA en 1974. Et donc ça, il ne faut pas oublier, c'est un tournant fondamental. C'est-à-dire l'élection d'Avlange est, du point de vue de la FIFA, une élection qui se fait au nom de la démocratie et de la représentation des peuples du tiers-monde. Puisqu'en gros, ce qui se joue, c'est face à l'Europe, qui ne voulait pas de la Coupe du Monde et qui veut que la Coupe du Monde reste une histoire d'Européens à laquelle sont invités les Sud-Américains, mais il ne s'agit pas de s'ouvrir à l'Afrique ou à l'Asie. Avlanche gagne avec un programme très simple. Il va falloir ouvrir la Coupe du Monde aux pays qui en étaient jusque-là exclus. Et donc c'est assez intéressant par rapport à la Coupe du Monde qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on a un discours vu d'Europe qui est « Ah, 48 clubs, c'est trop ». On vend la Coupe du Monde au commerce, à la finance, etc. Mais vu d'Amérique du Sud, c'est pas du tout ça. C'est que ça va permettre, et en fait c'est l'aboutissement du programme d'Avlange de 1974, ben, il faut que Curaçao, pourquoi pas, participe à cette grande fête du football. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les riches et les Européens qui puissent accéder à la Coupe du Monde. Je continue un petit peu sur les liens avec le politique. En France, on a eu des figures publiques qui ont cherché une légitimation politique via le football. On pense évidemment à Bernard Tapie, qui avait fait d'abord une carrière de businessman assez successful, ou pas d'ailleurs, on peut y réfléchir, mais qui acquiert évidemment une notoriété immense en devenant le patron de l'OM et surtout en gagnant la première Ligue des Champions française, et puis ensuite en essayant de capitaliser ça politiquement. Mais Tapie, au fond, dans l'histoire du football français, c'est plutôt une exception par rapport à ce qu'on connaît. Dans un pays comme le Brésil, en Amérique latine en général, il y a beaucoup de liens absolument explicites. Sébastien Piñera, l'ancien président chilien qui donc est décédé après son mandat dans un accident d'hélicoptère, était aussi un patron de club. En Argentine, ce sont des choses qui sont bien connues. Et au Brésil, on a des phénomènes du même ordre, mais on a aussi des choses qui sont très intéressantes, qui sont les reconversions de footballeurs en politique. Je pense au cas de Romario. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Annie peut-être. Comment le capital construit par le football devient un capital politique, ce qui en France n'est pas complètement évident. Je dirais ni Michel Platini, ni Zinedine Zidane, pour ne citer que les stars les plus lumineuses des 30 dernières années, ne sont entrés en politique jusque-là du moins. Alors, c'est surtout les politiciens qui essayent d'attirer les sportifs, je dirais. Et évidemment, les grands noms du football au niveau local, d'abord, puisque c'est un pays fédéral. On a eu Zico qui avait été responsable des sports à un moment au niveau de Rio de Janeiro, et qu'on a vu la star de l'équipe brésilienne et de Flamengo qui était responsable des sports dans cette région-là. On a vu, alors, plus récemment, effectivement, Romario qui a été surnommé le sauveur de la patrie quand il marque le pénalty face à l'Italie qui va offrir la Coupe du Monde en 1994 aux Brésiliens. Lui, il est plutôt d'un parti, le PTB si je ne me trompe pas, le Parti des travaillistes, parti de gauche. Il a été sénateur, il a été député, c'est un peu le va-et-vient des deux chambres, mais il parle au nom d'une certaine caste, et il ne parle pas que de sport en plus, c'est ça qui est intéressant. Il ne s'est pas cantonné dans le système du sport, alors que Zico, c'était son rôle. Mais on a eu Pelé qui est devenu ministre, il était ministre des Sports pendant 2 ans, si je ne me trompe pas, et c'était de Fernando Henrique Cardoso quand il est arrivé.
Alors tout le monde se disait, oh là là, Pelé, surtout qu'il avait un peu raté sa reconversion de businessman, qu'est-ce qu'il va faire Pelé et tout. Et ce qui ressortait c'est pas toutes les semaines, mais des conseils des ministres au Brésil à l'époque, c'est que tout le monde était épaté par son analyse très simple du quotidien et comment il faisait remonter ça dans les réunions de ministres, et pas seulement sur le sport. Même si après, il y a eu la loi Pelé qui était pour protéger les jeunes, pour qu'ils ne partent pas trop tôt jouer dans des clubs en Europe. Mais Pelé, après, il y a la Coupe du Monde 98, il est lié à Télé Globo, il est commentateur et il va sortir du gouvernement pour commenter cette Coupe du Monde. Mais c'était très intéressant de voir qu'il avait finalement été coopté, parce que jusqu'à présent, il était plus ou moins... Pelé ne s'est jamais identifié avec la communauté noire au Brésil, il n'a jamais voulu être le représentant d'une communauté. Lui, c'était Brésil avant tout, et peut-être un peu plus à droite, où il était reconnu finalement. Mais en tout cas, il avait été un ministre marquant, même si ça n'a pas duré très longtemps, et ça, c'était intéressant. Sur le versant argentin et sur ces trajectoires politiques de footballeurs ou de dirigeants du football? Disons qu'on aurait pu imaginer en fait qu'il y ait davantage de footballeurs qui s'investissent en politique, mais souvent ils le font sans forcément adopter une étiquette de partisane. Hein. Bon, le cas très révélateur a été celui de Diego Maradona qui est devenu une sorte de héros de la gauche. Peu à peu, il a évolué vers une sorte de champion de la gauche latino-américaine, très proche de Fidel Castro. Il a fait des longs séjours à Cuba. Il a beaucoup défendu Chavez au Venezuela, etc. Donc il a tenu un discours de gauche très, très fort, mais sans pour autant aller jusqu'à s'engager politiquement ou viser des postes politiques. C'est normal que des gens qui acquièrent une grande notoriété, évidemment, puissent être captés d'une façon ou d'une autre. On voit, par exemple, parler d'un club, Boca Juniors, tout à l'heure. Aujourd'hui, le président de ce club, c'est Juan Román Riquelme, qui était un des grands joueurs argentins du début du siècle, et qui est soutenu, on va dire, par le parti péroniste, alors que Javier Milei, l'actuel président libertarien qui est supporter de Boca, essaye de les dégommer afin de placer des gens à lui. Et donc, on attend de voir comment les prochaines élections au club vont se passer, parce que les présidents sont élus, et donc c'est les socios qui élisent. C'est quand même des démocraties qui fonctionnent au sein des clubs, mais et être président d'un grand club, évidemment, c'est un poste très très important. Bon, un autre exemple quand même, alors classique, mais qu'on ne peut pas ne pas évoquer sur l'engagement politique des footballeurs, c'est évidemment, je me tourne vers toi Annie et puis ensuite vers toi Fabien, c'est celui de ce qu'on a appelé la démocratie corinthienne au Brésil et le cas de Socrates, évidemment dans le contexte de la fin de la dictature brésilienne au début des années 80. Oui, c'était évidemment d'abord un très grand joueur de football qui était un peu différent parce qu'il avait fait des études, donc il n'avait pas fait que du football son obsession, on va dire, dans les années 70. Et quand il joue à Sao Paulo, alors en plus Socrates, c'était le nom de Socrate, en fait, tous ses frères ou presque tous portaient le nom d'un philosophe, donc il y avait une culture aussi familiale de réflexion qui fait que lorsqu'il arrive dans ce club de Corinthians, donc qui est un des grands clubs de Sao Paulo, avec les joueurs, il y a un moment, donc c'est la dictature militaire qui a été un petit peu différente au Brésil d'Argentine ou du Chili, peut-être un peu moins violente, mais qui était en tout cas dure et qui dictait les choses. Ils décident, eux, par rapport à la direction du club, simplement, donc c'était juste à l'échelon d'un club, mais d'être en démocratie. Ils font un peu sécession au sein du club. Donc c'est eux qui décident, c'est eux qui se réunissent, et c'est eux qui prennent des décisions, si on veut aller ici, si on veut aller là. Et ça, on n'avait jamais vu ça au Brésil, et ils ont commencé surtout, en plus, à être des défenseurs, évidemment, pro-démocratie, et ils osaient sortir sur la pelouse en se tenant tous avec des bandeaux dans les cheveux ou écrits sur le t-shirt en réclamant
les élections directes, qui étaient un des grands combats le droit aux élections finalement. Et c'est resté dans ce club comme la démocratie corinthiane. Donc c'était un peu le club qui avait fait sécession. Alors ça a empêché le club, hein, si je ne me trompe pas, Fabien, d'aller jouer aussi dans certaines compétitions. Enfin, ils étaient un peu boycottés évidemment, mais il y avait un côté très puissant dans la figure de Socrates qui sera à la Coupe du Monde en 1986 au moment de ce grand Brésil qui jouait si bien. Oui, alors pour compléter, ce qui est très intéressant, c'est que en vue d'Europe, en fait, la démocratie corinthienne, elle s'incarne surtout dans la figure de Socrates. Alors peut-être parce que c'est un fils d'intellectuel. Il a fait des études et donc il a joué en Europe à la Fiorentina. Au Brésil, en fait, c'est un triumvirat, la démocratie corinthienne. C'est Walter Casagrande, qui est commentateur à Télé Globo maintenant, et surtout, en fait, le vrai leader, en fait, l'âme, c'est Vladimir, le joueur noir, Vladimir Rodrigues dos Santos. Et là, quand j'étais à São Paulo cette semaine, était rendu un hommage à la démocratie corinthienne dans le théâtre où a été proclamée la démocratie corinthienne, qui est le théâtre Tuca, qui est le théâtre de l'université pontificale catholique de São Paulo, qui est un des hauts lieux de la contestation étudiante dans les années 70. Et c'était, celui qui était là, c'était Vladimir. La salle était pleine de supporters du Corinthians, avec le recteur de l'université qui commence son discours. La démocratie est importante pour le Brésil, le combat est important pour la démocratie est important, il faut le valoriser. Et pour eux, la figure du noir, en fait, de Vladimir, était plus significative, en fait, quasiment que celle de Socrates. Pour faire le lien entre le premier point, les identités, et le deuxième point, la politique, il y a quelque chose qui s'est passé de manière très intéressante au Brésil récemment, qui a été l'appropriation politique du maillot de la sélection. Il y a quelque chose de phénoménal au Brésil. Alors, il y avait quelque chose de phénoménal au Brésil, par exemple, dans les années 2000, c'est qu'effectivement, les jours de match, tous les Brésiliens sortaient pour aller bosser avec le maillot de la sélection Auriverde. Et moi, j'ai des souvenirs d'ailleurs de prendre le bus et d'être le seul qui n'est pas en maillot brésilien. Et là, ça allait au-delà des clivages sociaux. Moi, je me souviens de profs de fac de 70 ans avec une grosse bedaine, etc. Et leur maillot, les jours de match, pour aller faire cours. Et je me disais, mais on verrait jamais ça en France. Bon, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui était intéressant, qu'il faut relier à ce qu'on disait tout à l'heure sur la fonction de ciment qu'a pu jouer le football à un moment donné. Et puis, dans les dernières années, avec notamment l'émergence politique de Jair Bolsonaro et sa présidence pendant 4 ans, il y a eu une sorte d'appropriation du maillot de la sélection nationale par le camp bolsonariste, qui est vraiment un enjeu, y compris dans le contexte actuel, exactement. Puisque le Brésil va jouer la Coupe du Monde à partir du 11 juin, et va voter à la fin de l'année dans un climat particulièrement polarisé politiquement. Tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît ? Surtout dans ce contexte, c'est le changement de la Constitution. À l'époque de Fernando Henrique Cardoso, il y a une modification, le mandat était de 5 ans, il passe à 4 ans. Et le hasard veut que c'est exactement collé sur les années de Coupe du Monde. Donc, alors avec toutes les analyses de alors s'il gagne, tel candidat va gagner, ce qui se révèle absolument pas toujours vrai. Mais c'est vrai que Bolsonaro, qui était un élu de Rio de Janeiro, déjà d'extrême droite, mais qui n'était pas le personnage le plus populaire, il s'est approprié ce maillot de la sélection à ce moment-là, il fait campagne avec ça, et c'est devenu le maillot de l'ultra-droite au Brésil. Et ça a créé un problème chez les supporters qui se disaient, mais moi j'ai mon maillot et tout, et qui ne voulaient plus le mettre. Et alors il y a eu des contre-mouvements, évidemment, où on allait dans, par exemple, les écoles de samba ou dans les syndicats, on y va ensemble, on met le maillot de la sélection, et c'est pas parce qu'on est pour Bolsonaro, mais par contre on est pour l'équipe du Brésil. Et actuellement, Lula et tout ça essayent de remettre ce maillot en disant mais il est à tout le monde et il n'est pas seulement réservé à ceux qui sont du parti de Bolsonaro. Compléter, là à São Paulo, les drapeaux Riverdale commencent à fleurir sur tous les balcons. Et généralement, parce que São Paulo est plutôt une ville de gauche, il y a une phrase, je ne suis pas bolsonariste, pour lutter contre cette appropriation par l'extrême droite.
Bon, avant de donner la parole à la salle pour un petit jeu de questions-réponses, j'aurais terminé, et en reprenant mon idée du cliché, etc., vous savez peut-être qu'il existe une église maradonienne. Et là encore, on peut avoir une première lecture de cela totalement folklorisante. En quelque sorte, ouais, ils sont gentils, ces supporters, ils vont loin, ils ont créé une église maradonienne avec un credo qui lui est propre. Hein. Notre religion, c'est le foot, et comme toute religion, elle doit avoir un dieu. Ce dieu est argentin, il s'appelle Diego Armando Maradona. Le dieu, c'est Dios, 10, enfin le D, le 10, numéro et le S. Il y a une Pâque maradonienne qui est le 22 juin, jour du match Argentine. Angleterre en 1986, un calendrier maradonien, un Noël maradonien, hein, 29 octobre, le jour de naissance de Maradona. Et donc on peut regarder ça voilà, de manière un petit peu folklorisante. Sauf si on prend en compte le fait qu'il y a 100 000 adeptes de cette église dans le monde, d'accord ? Et sauf si, en vérité, on prend au sérieux l'idée selon laquelle le football serait presque une religion profane en quelque sorte. Puisque tout à l'heure je disais, les supporters se réunissent et partent en procession vers le stade. Ils arrivent et, comme dans une église, enchaînent pendant 90 minutes des chants entièrement ritualisés. Bon, et je voudrais un petit peu terminer là-dessus, que tu nous parles un peu de cette église maradonienne, qui n'est pas exactement un phénomène périphérique en vérité, et qui ne cesse de croître depuis sa création. Ben, c'est vrai que Maradona a créé une sorte de mythologie autour de lui qui est très solide et qu'aucun autre joueur, à ma connaissance, n'a réussi à faire. C'était le mythe de l'ascension sociale aussi ? Oui, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'il venait d'un quartier extrêmement pauvre, qui avait survécu à des conditions très difficiles dans son enfance et qui, porté par la rage qu'il avait en lui, a réussi à dépasser tout ce qui pouvait être imaginable. Il a remporté très jeune la Coupe du Monde de moins des 20 ans au Japon. Il a porté les couleurs de Boca Juniors à une époque où la junte militaire ne l'autorisait pas à partir à l'étranger. Il a gagné évidemment la Coupe du Monde en 86 au Mexique, mais ensuite, il a ses côtés qui est assez fascinant. Il a tout le temps, il a commencé à dégringoler parce qu'il a commencé à agir à l'encontre de tout ce qui pouvait être son intérêt. Son intérêt aurait été de rester le plus longtemps possible à jouer, à gagner de l'argent, etc. Mais il a commencé à avoir un comportement, une conduite personnelle qui défiait toute la logique, à attaquer la FIFA, à attaquer toutes les institutions, à défendre des causes très éloignées du football. On parlait tout à l'heure de la politique, etc. Et donc c'est cette espèce de folie qui accompagnait Maradona touchait énormément les gens en Argentine, mais aussi à Naples, par exemple. Et donc, c'est pas étonnant que les gens aient pour lui une sorte d'attachement mystique ou religieux. Et c'est ce qui explique que cette église, qui peut paraître effectivement un peu folklorique, continue à exister et même à prospérer. Et que des joueurs comme Messi, qui peuvent être son égal en termes de talent, en termes de performance, ne parviennent pas à égaler, disons, dans le cœur des gens, je pense. Ce qui est intéressant chez Maradona, c'est qu'effectivement, c'est la tragédie humaine. C'est qu'à la fois, c'est tout le talent d'un joueur et d'un joueur de son temps, hein, qui va jouer à Naples, etc. Je veux dire, qui est sur le marché des transferts, qui représente des enjeux économiques absolument immenses et qui, dans le même temps, dégringole à cause de ses addictions. De ses addictions et aussi de son envie de se battre contre tout le monde. C'est-à-dire de se dire, moi, je vais défier Avalanche, je vais défier la FIFA, je vais défier les gouvernements argentin, je vais défier qui je veux. Et donc, c'est cette espèce de folie humaine qu'il avait en lui a beaucoup touché les gens parce qu'il semblait seul contre tous, bien souvent. Et il faut se souvenir quand même des images du décès de Maradona et de son corps qui est, de son cercueil
qui est exposé Plaza de Mayo, enfin à la Casa Rosa, Oui. à la présidence de la République, et effectivement, là, d'une immense procession C'était en plein d'Argentins, Covid, hein, donc en plein à un Covid, d'une moment où- immense procession d'Argentins qui viennent se recueillir. Et moi, j'avais été à Buenos Aires, je sais pas, une dizaine d'années auparavant, et je comprenais pas, je travaillais à la Bibliothèque nationale, et je voyais un attroupement immense devant un bâtiment à 100 mètres de là où je travaillais, et de plus en plus immense. Et puis finalement, j'ai compris que Diego était hospitalisé à ce moment-là. Il avait fait, je crois, un infarctus très lié à son ultra-consommation de cocaïne. Et c'était en fait des supporters qui campaient jour et nuit devant l'hôpital où il était. Voilà. Je ne suis pas certain qu'on assisterait aux mêmes scènes si demain Michel Non, Platini ou Zinedine Zidane avaient le malheur Mais j'ai d'avoir eu la un chance infarctus. de connaître assez bien Maradona à une certaine époque de sa vie et j'étais fasciné par l'image qu'il renvoyait. Quand on était à côté de lui, on sentait que les gens étaient comme devant le Christ, enfin, étaient en tout cas devant quelqu'un d'exceptionnel. Il y avait une admiration et une envie de le toucher, de l'approcher qui était absolument fascinante. Annie. Mais à ce moment-là où justement il était hospitalisé, j'étais à Buenos Aires en reportage pour ça, et il y avait des gens qui étaient autour de cet hôpital. C'était fascinant parce qu'ils étaient en prière justement, ce côté religieux, ce côté mystique, et ils étaient là, ils priaient nuit et jour, ils allumaient des bougies là où sortaient les ambulances, enfin c'était vraiment un peu n'importe quoi, mais c'était Maradona était là, et alors quand il avait fini par sortir, il y avait une horde de gens qui accompagnaient ou qui entouraient en tout cas l'ambulance qu'il avait fait sortir, et c'était vraiment touchant de voir, alors qu'on sentait que c'était quelqu'un avec toutes ses fragilités, avec toutes ses erreurs aussi, notamment de nourriture, où vraiment il faisait jamais attention à lui, et quand il était à Cuba, c'était aussi beaucoup pour les traitements, mais qui fascinait les gens dans le souvenir, et qui était là pour essayer de lui insuffler la vie, et cette fois-là, ils avaient réussi. Et on termine là-dessus, et après je donne la parole au public. Fabien, Maradona, évidemment, footballeur argentin, mais footballeur italien aussi dans une certaine mesure, puisque ce culte, c'est aussi un culte napolitain. Oui. Alors, à mon avis, ça renvoie aussi sur la question de l'Église catholique et du football. C'est-à-dire que si on est passé à une religion maradonienne, je pense que c'est la société argentine a très bien compris qu'il y avait un investissement de l'Église par rapport aux formes de supporterisme. Évidemment, l'Église ne peut pas rester à l'écart d'un phénomène social aussi important. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit, en fonction des pays, l'investissement n'est pas le même. C'est-à-dire, par exemple, en Argentine, du fait qu'il y ait des socios qui sont au niveau du quartier, l'Église essaye, en gros, de s'introduire dans la gestion des clubs, en tout cas la gestion spirituelle des joueurs et des supporters, à l'échelle de la paroisse. C'est-à-dire voilà, tel quartier correspond à telle paroisse, c'est pour comme ça que le pape François se retrouve supporter de San Lorenzo, puisqu'il était prêtre de la paroisse. Le Brésil, c'est plus compliqué, parce que les supporters, c'est les torcidas qui viennent des groupes de samba, qui exportent les pratiques de samba au stade. Et là, c'est plus au niveau national. C'est-à-dire, c'est au moment de Getúlio Vargas, où l'Église, en gros, la nation brésilienne sera une nation conservatrice, où l'ordre social sera respecté, et catholique. Et donc là, il y a l'idée du football comme ciment d'une nation catholique, et ce qui explique qu'on parle de foi footballistique, et c'est pas anodin, c'est que l'Église est évidemment toujours attentive à ces phénomènes, et l'Église maradonienne, une sorte de... en gros, les sociétés sud-américaines ont très bien compris cette dimension-là. Mais j'ajouterais qu'il n'y a pas que l'église catholique, parce qu'il y a aussi les églises évangéliques. Et alors dans les quartiers au Brésil où elles sont de plus en plus puissantes et où elles ont montré leur force, en 2002, quand les Brésiliens remportent la Coupe du Monde, beaucoup de gens se souviennent de ces joueurs qui tout d'un coup se mettent en cercle, et notamment autour de Ronaldo, de Ronaldinho, de Rivaldo, et ils se mettent à genoux, et en fait ils se mettent à prier. Et vous avez déjà dû voir aussi Neymar avec toujours I Love Jesus et tout ça. Et de plus en plus, ces joueurs sont approchés, surtout quand ils deviennent très connus, et appartiennent à des églises. Le fameux joueur Kaka, qui est aussi passé par l'AC Milan, et qui était aussi passé par le Real Madrid, quand il gagne son soulier d'or de meilleur buteur européen ou de meilleur joueur aussi, européen, 2007.
mais surtout le soulier, il le porte dans son église évangélique. Et alors il se trouve que, parce que c'est chacun a créé un peu son église, c'est un pizzaiolo plus ou moins qui a fondé une église, et quand le toit va s'écrouler, et que ça, symboliquement ce soulier d'or qui était sur l'autel, lui reste dans les décombres, il y aura quand même des dénonciations et tout ça, mais il va quitter cette église-là, il y a une prise de conscience, mais il y a les Athlètes du Christ, qui est une association qui est créée, qui approche des joueurs, et qui en plus les envoyait un peu comme des têtes de pont dans des pays, dans certains pays. On a eu Lucio au Bayern de Munich, en Allemagne, et dont il était chargé de faire rayonner cette église-là. On a eu Néné au Paris Saint-Germain, et Ceará, mais Néné aussi, je crois, et qui en fait le soir réunissent les joueurs brésiliens chez eux et essayent de les convertir dans ces églises. Et on avait Kaká, dont la femme était pasteur de cette église à laquelle ils appartenaient à Sao Paulo, et qui a aussi créé une petite succursale quand il jouait à Milan. Donc il y a aussi des récupérations indirectement politiques, mais là c'est des églises évangéliques, donc dans un mouvement qui n'est plus seulement catholique au Brésil. Bien, nous avons une vingtaine de minutes pour échanger. Monsieur. Bonjour, je voudrais parler de football et musique, mais ça vous permet d'aborder aussi la politique et la sociologie. La première musique qui est très connue, c'est Uma Zero par Pichinguinha. La seconde, c'est Uma que chante Jackson do Pandeiro, où c'est un match entre deux clubs de Recife, donc le club populaire et le club de sport qui était populaire. Également Giga do Mané de Jaco de Bandoline, qui est dédié à Garrincha. Et puis l'autre bien connu en France, c'est Fio Baravilla de Georges Bay. Donc, mais la première, Uma Zero, est très importante parce que le joueur qui marque le but contre l'Uruguay est Fred Heinrich, qui est un métis, c'est en 24, et il n'y a pas beaucoup de noirs à l'époque dans les équipes professionnelles. Et Fred Heinrich était assez âgé parce qu'il avait déjà presque 40 ans et il a acquis un statut qui n'était pas très loin de Pelé, autant que je sache. Annie, c'est pour toi, je pense. Hein. Oui, il y a des liens effectivement entre les milieux musicaux et les joueurs de football au Brésil. Alors selon les cultures, parce qu'on a toujours vu par exemple Ronaldinho jouer du pandeiro et créer. Alors il y avait beaucoup de funk dans un certain moment qui était la musique à la mode au Brésil, mais ils ont des liens effectivement. Romário aussi et pendant les coupes du monde. Alors on décore les rues, on décore les balcons, on décore même le goudron de l'impasse et on crée beaucoup de chansons. Et on chante. Oui, oui, bien. Ouais, c'est vrai. Pas avec énormément de succès, pas plus que Basile Boli, je crois, hein, qui en avait fait un aussi. Mais c'est pas. Mais effectivement, il y a des liens et il y a des rapprochements entre ces deux milieux, souvent grâce au quartier, je dirais, parce qu'ils viennent tous de. Enfin, pour beaucoup, ce qui n'était par exemple pas du tout le cas de Kaká, mais certains joueurs viennent des quartiers, et donc il y a le lien entre la musique, la samba, enfin les écoles de samba, et puis ces joueurs de foot. Et je me permets un commentaire, ces liens, effectivement, ils se jouent au niveau du quartier, etc., mais ils sont même très intéressants quand on réfléchit à la fabrique du sentiment national au Brésil. En fait, qu'est-ce qui se passe tout au long du 19e siècle, on essaie de fabriquer du national dans tous les pays d'Amérique latine, et en fait, on y arrive beaucoup moins qu'en Europe, parce qu'il n'y a pas d'école obligatoire comme en France avec Jules Ferry, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, tous les historiens sont d'accord pour se dire que le sentiment national, le sentiment d'appartenance, il se structure beaucoup dans les années 20, dans les années 30, au moment de la radio, etc. Et au Brésil, la fabrique du national au travers du football, notamment dans la décennie 1930 qu'on évoquait, correspond exactement à la fabrique du national au travers de la samba exaltação, comme on dit, et donc une fabrique du national par les cultures de masse, par des produits culturels comme la musique et comme le football, beaucoup plus que par des vecteurs politiques comme en France au 19e siècle, l'armée et l'école, par exemple. Et c'est pour ça que votre question, je pense qu'elle nous renvoie à ça aussi, elle nous permet d'insérer aussi le foot comme pratique culturelle dans un cadre plus général en Amérique latine. Il faut que je passe la parole à tout le monde parce que sinon ça va créer de la frustration.
Merci, et merci pour toutes ces interventions vraiment passionnantes. Alors, par rapport à ce que disait M. Valente et sur le lien entre politique et foot, en particulier en Argentine, ça me fait penser à un film qui est sorti en novembre 2025 en Argentine, de Rodolfo Petris, qui retrace une enquête suite à la fusillade, littéralement, de 6 personnes qui ont été assassinées contre le mur du stade du Racing d'Avellaneda, à Buenos Aires. Et on n'a jamais connu l'identité de ces 6 personnes. Et l'enquête retrace très bien toute l'histoire et montre très bien l'imbrication entre le football et cette affaire, non seulement parce que ça s'est passé contre le mur du stade du Racing, donc évidemment c'est questionnant, aussi parce que le président du Racing Club a été enlevé quelques semaines plus tard, et heureusement libéré, mais enfin il a été séquestré aussi. Et on voit bien qu'à un moment donné, des responsables du club d'aujourd'hui expliquent qu'à l'époque, il n'y avait pas d'élection en Argentine, mais il y en avait dans les clubs de football. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de montrer l'imbrication entre cette activité sportive et la dictature et sans doute le fait que certains clubs de foot ont été vraiment des foyers de résistance. Alors, je vais passer simplement, ce film a été diffusé, Les Fusillés du Racing, ici, il a été projeté le 20 mars, et il sera reprojeté le 8 juillet avec un film sur la démocratie corinthienne au Brésil. Voilà, je dis comme ça. Merci. Vous faites mon travail puisque j'allais dire cela en conclusion. Merci, et c'est vrai que là, au mois de mars dernier, c'était les 50 ans du coup d'État militaire, et il était très émouvant de voir comment des très nombreux clubs en Argentine ont rendu hommage à leurs supporters de l'époque qui avaient disparu, donc qui avaient été assassinés. Et on peut rappeler que beaucoup des dirigeants militaires qui ont gouverné l'Argentine dans cette époque-là se faisaient élire comme membres éminents dans les différents clubs, et après le retour de la démocratie, ils ont vu leur adhésion retirée. Et il y avait un cas particulier, c'était l'amiral Lacoste, qui est devenu le président de la Fédération d'Argentine et l'organisateur de la Coupe du Monde de 1978. C'était un supporter de River Plate. Et il y avait Ubaldo Fillol, qui était le gardien de l'équipe d'Argentine en 1978, qui jouait à River Plate justement. Et il raconte dans son autobiographie qu'après la Coupe du Monde, il avait des offres de clubs européens pour aller jouer chez eux. Et donc qu'il avait demandé au président de River Plate de le transférer. Et le président ne voulait pas le faire, et donc il avait appelé l'amiral Lacoste, qui avait convoqué Fillol dans son bureau. Et Fillol raconte qu'il arrive devant l'amiral Lacoste, et que l'amiral Lacoste met un revolver sur la table et lui dit « Écoute, si tu veux, si je peux te faire disparaître en 30 secondes et plus jamais personne n'entendra parler de toi, alors tu pars pas. » Et donc il a dû rester effectivement à River Plate, a renoncé à son transfert qui lui aurait permis d'améliorer son économie. Et voilà, il n'a pu partir qu'après le retour de la démocratie. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point ça pouvait aller. Je profite de ta réponse et de cette évocation de la question des transferts pour poser moi-même une question. Bon, aujourd'hui, on connaît l'omniprésence des joueurs latino-américains en Europe, et puis aussi de plus en plus au Moyen-Orient, et puis de plus en plus aux États-Unis. Quand est-ce que ça a commencé, cette exportation, Fabien? Je me souviens par exemple la manière dont le transfert de Socrates, alors justement après l'expérience de la démocratie corinthienne, le transfert de Socrates à la Fiorentina, si j'ai bonne mémoire, au début des années 80, avait été vécu par beaucoup de supporters des Corinthians et par beaucoup de Brésiliens comme une sorte de trahison nationale. Alors cette dynamique, en gros, en 30 secondes, tu peux nous la décrire? Alors, cette latino-américanisation du football mondial, si oui, alors en fait elle a commencé bien avant. Le marché international des joueurs est structuré par l'Italie, qui est là où les clubs sont les plus riches et les plus puissants sur tout le XXe siècle. Pour justement arriver au niveau des clubs autrichiens et anglais, ils créent cette filière. Le marché international des joueurs est créé par l'Italie pour l'importation de la matière première, qui est la matière première des meilleurs joueurs sud-américains, et pas seulement. C'est-à-dire les transferts de jeunes joueurs,
Enfin voilà, en gros, ça leur coûte moins cher et ça leur permettra d'avoir des très bons résultats. Toute cette mécanique-là se grippe au début des années 60, qui est le moment où, dans les sociétés sud-américaines, enfin, du point de vue footballistique, il y a l'idée que on va passer, ils veulent se donner les moyens d'être aussi puissants au niveau des clubs qu'ils le sont avec les équipes nationales. Donc c'est la création de la Copa Libertadores en 1960 sur le modèle des coupes d'Europe, et d'où l'importance de la Coupe intercontinentale. C'est-à-dire le vainqueur de la Libertadores qui rencontre le vainqueur de ce qui deviendra la Ligue des Champions, pour montrer qu'au niveau des clubs, on est capable de battre aussi les Européens, alors qu'en Europe, c'est une compétition qui est assez secondaire et qui passe assez inaperçue. Et surtout, blocage du transfert des joueurs, c'est-à-dire qu'en gros, quels que soient les régimes politiques, c'est une industrie du football sud-américaine qui essaye de se donner les moyens de retenir les meilleurs joueurs pour être compétitive. Et tout ça, en fait, la fin de ce système-là de blocage des étrangers, donc le plus gros symbole, c'est Pelé, d'où le pouvoir politique brésilien interdit le transfert de Pelé en Europe. C'est les années 80, qui est la phase du néolibéralisme en Amérique du Sud, et qui se traduit du point de vue footballistique, c'est que, voilà, en gros, on est ouvert, on est ouvert aux capitaux, on est ouvert aux marchandises, et nos joueurs, en fait, on va les valoriser pour faire rentrer des devises et donc soutenir l'économie du football. Mais tout ça est réversible, en fait. Oui, et il y a eu différentes phases. Mais à l'origine, les Italiens s'appuient sur quelque chose qui s'appelle les oriundi, c'est-à-dire que beaucoup d'Argentins, beaucoup d'Uruguayens, beaucoup de Brésiliens étaient d'origine italienne, avaient été issus de l'immigration. Et donc, lorsqu'il y a la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay, l'équipe d'Argentine qui joue la finale, par exemple, a dans ses rangs des joueurs d'origine italienne. Et donc Mussolini demande à ses services de les contacter pour les faire venir de gré ou de force dans les clubs italiens. Et plusieurs des joueurs qui ont joué la finale avec l'Argentine en 1930 se retrouvent dans l'équipe d'Italie qui remporte la Coupe du Monde en 1934. Et donc cette histoire des doubles nationalités après va se généraliser et la FIFA va être obligée à un moment donné de décider qu'un joueur doit choisir une fois pour toutes sa nationalité et ne pas changer au gré de son évolution personnelle. Ce qui nous a par exemple offert David Trezeguet. David Trezeguet est un cas très curieux parce qu'il était né en France un peu par hasard parce que son père avait joué une année en France, mais il ne parlait pas un mot de français, etc. Quand on lui propose de venir jouer en France, d'abord au PSG qui ne le garde pas, puis à Monaco, et puis en équipe de France. Et moi, je me rappelle que le chef de presse de la fédération française m'avait appelé un jour pour me dire, écoute, on a un joueur qui joue dans l'équipe Espoir et qui réussit très bien, il s'appelle David Trezeguet, mais il ne parle pas un mot de français. Est-ce que tu pourrais venir pour nous aider à le présenter à la presse? Et donc, c'est comme ça que je suis allé à Clairefontaine. Et Trezeguet, à l'époque, c'était un Argentin qui ne parlait pas un mot de français. Après, il a appris à le faire et a réussi à faire une grande carrière avec l'équipe de France. Et il nous a offert l'Euro 2000 en particulier. Oui, pour rebondir sur ce que disait Alejandro, c'est le changement de réglementation sur les nationalités des joueurs. C'est en 1962, en 1964, donc au début de cette période, et c'est à la demande à la fois de l'Amérique du Sud pour empêcher la prédation de ces meilleurs joueurs qui ne peuvent pas changer d'équipe nationale, et les pays socialistes, avec le traumatisme pour eux de l'équipe de Hongrie de 1956, dont les meilleurs joueurs ont été naturalisés espagnols. Mais tout ça s'inscrit dans cette volonté d'être compétitif, en gros d'en finir avec une économie de type colonial. C'est-à-dire que on est revenu à ce type d'économie coloniale. C'est-à-dire que le Brésil, notamment, fournit la matière première, non plus seulement à l'Europe, mais au monde entier, comme tu l'as dit. Oui.
Bonjour. Deux questions très rapides en rebond à ce que vous venez de dire. On parlait souvent à propos des footballeurs brésiliens, je me rappelle pour Rai notamment, mais c'était pour d'autres, d'une année d'adaptation quand ils débarquaient en Europe. Plus, j'ai l'impression que pour d'autres nationalités, alors qu'on a eu des joueurs qui venaient un peu de la planète entière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer ça? Et deuxième question, à l'inverse, là vous parliez des Brésiliens qui s'exportaient, enfin qui s'expatriaient, pardon. On voit maintenant aussi un petit peu des Européens qui arrivent au Brésil. Je pense à Dimitri Payet comme joueur ou à Carlo Ancelotti comme entraîneur du Brésil. Comment c'est ressenti du coup inversement là-bas? Sur alors moi je connais le cas de l'Italie, hein, sur les Brésiliens. Les clubs italiens sont toujours très méfiants par rapport aux joueurs brésiliens, effectivement. Enfin, c'est aussi un cliché. C'est-à-dire en gros, alors ça renvoie en fait, hein, dans tous ces rimpatriati des années 30, hein, puisqu'ils étaient considérés comme des rapatriés, puisque c'était tous des descendants d'Italiens. Donc l'Italie fasciste était capable de faire revenir dans la mère patrie ceux que l'Italie libérale avait laissé immigrer. C'était surtout des Argentins, ensuite des Uruguayens et un peu des Brésiliens. Et les Brésiliens, en fait, on n'était pas satisfaits parce que, voilà, on disait, il y a la saudade, ils ont du mal à s'adapter à l'hiver. En fait, ce qui s'était passé, c'était que en 1935, les meilleurs étaient les Argentins et les Uruguayens. Donc ceux qui avaient joué la finale olympique de 1928 et la finale de la Coupe du Monde de 1930. Donc les grands clubs du Nord prenaient les meilleurs Argentins, les meilleurs Uruguayens. Et les clubs de seconde zone, Naples, la Lazio, la Roma, s'étaient spécialisés sur les Brésiliens qui étaient moins demandés à l'époque. Et donc, par exemple, il y a la Brasilatio, c'est-à-dire que la Lazio n'a que des Brésiliens. À la Roma, la moitié de l'équipe vient du Brésil, de Palestra Italia, qui viendra Palmeiras. En 1935, invasion d'Éthiopie. Comme ce sont des citoyens italiens, on leur demande de faire leur service militaire et donc de participer Et là, ils s'en vont tous. Ils repartent tous à Rio et à Sao Paulo. Et donc là, l'Italie construit ce mythe du joueur brésilien qui n'est pas fiable, qui, à la première contrariété, va repartir. Voilà, c'est qu'en gros, ils étaient venus pour le salaire. C'est juste, ils avaient des salaires mirobolants par rapport à ce qu'ils touchaient au Brésil. Voilà pour la première question, mais je laisse pour la seconde. Pour ce qui est la venue des joueurs européens en Amérique du Sud, ça reste quand même très marginal. Dans la plupart des cas, c'est des joueurs qui reviennent au pays. On a le cas, par exemple, d'Angel Di Maria, qui a marqué en finale contre la France en 2022 et qui aujourd'hui évolue dans son club d'origine qui est Rosario Central. C'est un cas qu'on voit souvent. Il y a Otamendi, défenseur de l'équipe d'Argentine, qui a signé à River Plate hier. Donc il y a des situations comme celle-là. Et après, il y a des cas plus curieux. Il y a Ander Herrera, qui est un joueur espagnol qui évolue à Boca Juniors. David Payet qui est parti au Brésil. Bon, maintenant, André-Pierre Gignac à Monterrey. Ça, c'est un peu différent parce que les clubs mexicains sont des clubs riches. Et donc, ils ont quand même beaucoup plus de moyens pour attirer. Mais effectivement, ça reste quand même des cas assez marginaux. C'est souvent des joueurs qui s'interrogent sur la fin de leur carrière et qui ont envie de vivre cette expérience en Amérique du Sud, des folies populaires, de connaître ça. Ça se passe souvent pas super bien. Bon, Gignac est plutôt l'exception qui confirme la règle. Mais ça reste quand même très, très, très marginal et surtout l'apparition des marchés comme le nord-américain ou les marchés dans le Golfe qui ont des moyens très importants attirent souvent les joueurs en fin de carrière plutôt dans ces contrées-là. Oui, alors c'est vraiment pour rebondir. La santé des clubs sud-américains reflète les évolutions économiques dans le continent. Quand on voit le palmarès de la Libertadores, hein, dans les années 60-70, ce sont les Uruguayens et les Argentins qui dominent largement. Les clubs brésiliens arrivent, mais très rarement. C'est quand ils ont des joueurs exceptionnels comme Zico que Flamengo arrive à gagner, etc. Maintenant, ça s'est complètement renversé. C'est-à-dire que dans la Libertadores, un Peñarol, Nacional, même Boca Juniors, River Plate, ils disparaissent dès la phase de poule. Et c'est maintenant les clubs brésiliens qui sont les plus riches du continent, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Une dernière question avant de conclure. Et Messi dans tout ça, personne n'en a parlé. Je trouve que c'est
plus grand joueur que l'histoire a donné, peut-être. Lionel Messi. Alors, Messi est-ce qu'il est le meilleur joueur de tous les temps, même le meilleur joueur argentin? La discussion est posée. Je pense que c'est difficile. Il n'était pas au cœur de notre programme au départ, mais Non. on peut la poser quand même pour finir. Hein. Mais bon, c'est toujours difficile de comparer des époques qui sont très différentes. Hein. Je pense que est-ce que Messi aurait réussi à faire ce que Maradona a fait s'il avait évolué à cette époque-là? C'est pas sûr. Est-ce que Maradona aurait réussi une carrière à la Messi aujourd'hui? C'est pas sûr non plus. Et qu'aurait donné Pelé s'il avait pu jouer dans des grands clubs européens, s'il n'avait pas été empêché par la dictature de partir? On ne le laissait pas. Donc, je pense que c'est des goûts personnels. Et je pense que les gens, surtout, sont très attachés aux joueurs de leur génération. Donc les gens de ma génération, par exemple, ont tendance à avoir un faible pour Maradona, même si j'aime beaucoup Messi. Et les jeunes vont plutôt s'attacher à Messi et peut-être demain à Lamine Yamal ou à d'autres joueurs qui vont apparaître. C'est comme ça, c'est comme pour les musiciens ou etc. On est surtout attaché aux gens de sa génération. Mais on le verra à la Coupe du Monde. Alors, Alejandro, je ne réponds pas à ta provocation quand tu as rappelé que Di Maria avait marqué lors de la finale de 2022. Je conclus directement. D'abord en vous remerciant tous les trois, j'ai trouvé que c'était super et très riche et très intéressant, vraiment très, très sincèrement, en remerciant le public qui à la fin de la séance est assez nombreux, il ne faut jamais commencer trop tôt en vérité un samedi matin, et puis en rappelant que en remerciant aussi Annie et Radio France Internationale, puisque cette table ronde a été enregistrée et sera partiellement diffusée au travers de montages dans l'une de tes prochaines émissions, donc Radio Foot International sur Radio France Internationale. Et puis en signalant également, pour conclure, que la Maison de l'Amérique latine, dans l'hyperactivité qui est la sienne depuis quelques mois, sous l'égide de Jean-Marc Laforêt, d'une part va organiser des projections des matchs de football d'un certain nombre de matchs de football impliquant des équipes latino-américaines. Et donc, vous avez d'ores et déjà rendez-vous pour le match d'ouverture du 11 juin, Afrique du Sud, merci. Mexique-Afrique du Sud, pour une projection, disons, latina, où il ne s'agira évidemment pas de venir supporter l'Afrique du Sud. Et puis, d'autre part, on a bien compris qu'il y avait des solidarités continentales, Fabien nous l'a dit tout à l'heure. Et puis, d'autre part, parallèlement à ces projections conviviales et amicales, il y aura la projection de 3 films. Le film sur les fusillés du Racing que vous avez évoqué tout à l'heure, madame. Un film sur le foot féminin dont on n'a pas du tout parlé, alors que c'est un vrai sujet. Dans le cas du Brésil, c'est très intéressant, un football féminin qui a existé tout au long du XXe siècle. On le voit très bien au musée du football de São Paulo, qui dans la pratique existait, mais qui a été interdit jusqu'au tout début des années 1980. Ça, c'est un sujet qu'on pourra évoquer dans un autre contexte. Donc, en tout cas, un second film, Les fusillés du Racing, un second film sur le foot féminin au Mexique dans les années 70, et un troisième film sur un sujet que nous avons évoqué, à savoir la démocratie corinthienne, les Corinthians, Socrates, dans le Brésil du début des années 80. Donc un programme chargé pour les semaines qui viennent. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à toutes et à tous.